Bienvenue dans Manager et coacher par l'approche systémique, un podcast de 10 épisodes imaginé et réalisé par Dominique Berriot et Frédéric Seignon. L'objectif de cette série est de contribuer à la diffusion et à la démocratisation de l'approche systémique du changement au sein des organisations. Elle s'adresse aux managers, aux dirigeants, DRH, systémiciens, coachs et gestionnaires de projets, ainsi qu'à toutes les personnes concernées de près ou de loin par le fonctionnement des équipes dans l'entreprise. Épisode 5. La hiérarchie des objectifs et leurs résultats attendus. Bonjour Dominique. Bonjour Frédéric. Nous voici donc au numéro 5 de notre série de podcasts. Dans le précédent épisode, nous avions abordé les composants fondamentaux du cadrage de la demande. Nous allons aujourd'hui faire un focus sur les notions que vous aviez abordées. Je veux parler de l'objectif supérieur, qu'on nomme aussi objectif N+1, ainsi que les résultats attendus. Alors Dominique, vous souhaitiez revenir sur l'importance de ces deux composants. Oui, tout à fait, car ce sont deux composants fondamentaux qui méritent des explications fines. S'ils ne sont pas bien compris, ils peuvent engendrer d'importantes erreurs d'appréciation et des fausses routes dans l'accompagnement. Il y a un risque réel de faire un hors-sujet, si vous préférez, en passant à côté de l'objectif N+1 et des résultats attendus. Ah oui, pourriez-vous nous donner un exemple simple pour illustrer cette idée ? Oui, l'approche systémique nous propose d'aborder le sujet dans ce que nous appelons un changement de logique. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un vous demande de l'aide pour ouvrir une porte fermée, plutôt que de commencer à vous intéresser au mécanisme du verrou ou de chercher la clé, la logique systémique vous conduit à vous occuper en priorité de ce que votre interlocuteur veut aller faire dans la pièce qui est derrière la porte. Autrement dit, on pourrait assimiler la porte à la problématique et l'intention de l'interlocuteur dans la pièce à l'objectif N+1. Vous voyez la différence ? Oui, tout à fait. On pourrait dire que la personne va d'emblée nous parler de ce qu'elle identifie comme étant son problème et que nous devons lui faire verbaliser ce qui est au-delà. C'est un peu ça, non ? En quelque sorte, oui, l'exemple ne sert qu'à mieux faire appréhender ce fameux changement de logique. Et donc, vous voulez dire qu'en approche systémique, il n'est pas souhaitable de s'engager au niveau de la demande ? Avant tout, je précise qu'on observe deux types de demandes. La demande problème et la demande solution. Ah, expliquez-nous cela. En résumé, une demande problème sera exprimée comme telle. Par exemple, on vous demande de régler une situation conflictuelle dans un service ou dans un comité de direction. La demande porte donc sur le problème à régler. Ok, et la demande solution ? Eh bien, comme son nom l'indique, la demande solution contient la directive sur une action engagée. Par exemple, on vous demande de mettre en place une médiation pour régler telle ou telle situation. Le demandeur suggère une solution sans en être toujours conscient. Ceci met d'ailleurs bien en exergue la différence entre problématique et objectif N+1. Oui, très bien. Alors maintenant que vous avez précisé ça, que voulez-vous dire par il n'est pas souhaitable que l'intervenant s'engage au niveau de la demande ? Je veux dire qu'un intervenant qui engage des échanges avec son interlocuteur au niveau de sa problématique, qui, comme on l'a vu, se traduit soit par une demande de type problème ou de type solution, s'engage sur une mauvaise piste. Il risque de se trouver lui-même très vite en difficulté. Il est impératif d'avoir cela à l'esprit. Pour reprendre mon exemple, on ne s'intéresse ni à la porte ni à la serrure, mais bien à ce que le demandeur souhaite faire derrière cette porte. Si on saisit bien l'importance pour le cadreur de se détacher de la problématique, à savoir la demande problème ou la demande solution, la question suivante que j'aimerais vous poser pourrait être: est-ce aussi un inconvénient pour le demandeur de rester au niveau de sa demande ? Oui, tout à fait, c'est de même ordre. Si le cadreur laisse le demandeur au niveau de sa problématique, celui-ci aura l'impression que celle-ci est bien l'objectif à atteindre et s'attendra à ce que l'intervenant mette tout en œuvre pour y parvenir. En fait, il n'en est rien, et rester à ce niveau, c'est lui faire croire qu'on va a priori analyser son problème ou mettre en œuvre sa solution. Il faut monter d'un cran en quelque sorte. Mais le demandeur fait quand même appel à un intervenant pour résoudre une problématique, non ? Si on ne s'intéresse ni au problème ni à la solution présentée par le demandeur, alors quel est le bon objectif ? C'est ce que le demandeur pense en effet, mais en approche systémique, la première action de l'intervenant consiste à aider le demandeur à découvrir son objectif de niveau N+1. À ce stade, et pour éviter tout équivoque, nous considérons la demande initiale comme l'objectif du demandeur, ce dont d'ailleurs il est convaincu. Nous l'avons désigné par l'objectif de niveau N.
Dans l'exemple de tout à l'heure, il s'agissait d'ouvrir la porte. Par sa maîtrise du processus de recherche des composants fondamentaux, l'intervenant, qu'il soit consultant, coach, manager ou formateur, conduit le demandeur à prendre du recul dès le premier entretien en l'aidant à formuler l'objectif N+1 et sans lui faire prendre conscience de ce qui se passe. Le systémicien ne dit pas ce qu'il fait à ce stade, mais agit de façon systémique. Cette première étape simple constitue souvent un début d'action de changement qui ouvre le champ des possibles tant pour le demandeur que pour le cadreur. Mais alors, comment fait-on pratiquement pour aider le demandeur à passer d'un niveau logique à un autre, à savoir de l'objectif N à l'objectif N+1? Eh bien, on va utiliser des questions spécifiques dites de décryptage issues pour certaines d'entre elles de la PNL. Ces questions, d'apparence anodine, vont en réalité faire émerger le contenu de l'objectif N+1. En pratique, à un moment qu'il estime opportun, le cadreur va reformuler le contenu de la demande et poser dans la foulée une de ces fameuses questions de décryptage. Alors dites-nous, quelles sont ces questions de décryptage? Je vous en donne 3, les plus utilisées. Selon le contexte, après avoir reformulé le contenu de la demande, le cadreur va dire pour obtenir quoi? Ou bien il peut demander pour parvenir à quoi? Ou encore il peut utiliser la troisième qui est pour aboutir à quoi? Une de ces 3 questions, si elle est bien posée au bon moment et sans explication, permettra au demandeur de monter au niveau de l'objectif N+1. Entendu, mais ne suffit-il pas de poser simplement la question: «Pourquoi cette demande?» Non, justement parce que l'utilisation du pourquoi en un seul mot risque de conduire le demandeur à s'appesantir sur sa demande, à parler des causes du problème ou de son passé. Dans l'exemple précédent, si on le laisse au niveau de son objectif N, il risque de vous indiquer que la serrure est sans doute grippée ou que la clé n'est pas bonne, ce qui ne présente pas grand intérêt tant qu'on ne sait pas ce qu'il souhaite faire dans cette pièce. C'est très intéressant. Et vos questions de décryptage, elles, fonctionnent dans le sens qu'on souhaite? Oui, parce qu'en fait, dans mes 3 questions, le verbe à l'infinitif aboutir, parvenir ou obtenir se situe entre le pour et le quoi. Par rapport au pourquoi en un seul mot, c'est une différence qui fait toute la différence. Elle a pour effet d'entraîner l'interlocuteur vers l'avenir au lieu de l'engluer dans son passé. D'accord, mais comment pourrait-on transposer ça sur un cas concret en entreprise qui puisse nous montrer l'impact de cette formulation dont vous parliez? Eh bien, je vous donne un exemple. Je me souviens d'un manager qui a réalisé une expérience lors d'entretiens annuels. 3 de ses collaborateurs lui ont exprimé la même demande qui était: je voudrais évoluer dans mon activité professionnelle. Le manager a alors posé à chacun la même question. Vous voulez évoluer dans votre activité professionnelle pour parvenir à quoi? Le premier a répondu: je voudrais avoir plus de responsabilités. Le second: je souhaiterais améliorer mes revenus. Et le troisième: j'ai besoin de mieux gérer les situations conflictuelles. Quand il m'a rapporté cette anecdote, le manager m'a fait part de sa prise de conscience du changement de niveau logique sur le terrain. Après l'avoir abordé en formation, il en mesurait concrètement l'importance et la puissance. Distinguer ces 2 niveaux logiques et faire émerger les objectifs N+1 constitue une capacité systémique majeure. Merci pour cet exemple très explicite, Dominique. Mais au-delà du changement de logique que cela permet, ce qui est déjà bien, vous me direz, quels enseignements opérationnels peut-on en tirer? Ils sont multiples et ont été obtenus à partir des remontées de très nombreux consultants, coachs, managers et formateurs de mon réseau systémique d'origine, ainsi que de celui qui s'est constitué plus récemment sur LinkedIn, composé de plus de 29 000 abonnés. Grâce à ces réseaux, je dispose aujourd'hui de certaines plus-values identifiées pour chacun des acteurs concernés, à savoir le cadreur, le demandeur et enfin pour le manager et son équipe. C'est génial. Alors, pour commencer, quelle plus-value avez-vous dégagée pour le cadreur? En plus de se détacher de la problématique et de ne pas s'embourber, la connaissance de l'objectif N+1 lui permet de se rendre compte du degré de pertinence de sa demande. En effet, la relation définie entre le contenu de niveau N et celui de l'objectif N+1 met en évidence un lien de cohérence qui participe à la réussite d'un cadrage de demande. Par ailleurs, si le demandeur ne parvient pas, malgré une aide, à exprimer l'objectif N+1, c'est pour le cadreur une indication très pertinente. En effet, dans un tel cas, le demandeur a de grandes chances d'être un simple transmetteur.
C'est fou à quel point une question bien posée peut en effet changer beaucoup de choses. Existe-t-il une plus-value commune aux deux, c'est-à-dire aux demandeurs et aux cadreurs? Oui, tout à fait. Définir l'objectif supérieur est aussi très utile pour ce binôme parce qu'il devient un objectif commun pour le travail à réaliser. Autrement dit, s'accorder sur le N+1 permet de s'engager ensemble dans la même direction et cela sans préjuger des solutions à retenir ou des outils à préconiser. Il permet d'emblée de mettre le demandeur et le cadreur sur la bonne voie et dans la bonne dynamique. Et pour être complet, y a-t-il une plus-value spécifique pour le demandeur? Là encore, je vous réponds par l'affirmative. Cela l'aide clairement à percevoir que son problème ou la solution qu'il envisage de mettre en œuvre doit se situer par rapport à un objectif de niveau supérieur. C'est une tactique pour qu'il prenne de la hauteur par rapport à son problème et qu'il dispose d'une vision plus globale du périmètre sur lequel devront porter les actions. Est-ce que cela marche également pour les demandes solutions? Oh, tout à fait, car dans le cas d'une demande solution, souvent difficile à gérer, c'est une façon d'aider le demandeur à lâcher prise si cette solution ne permet pas d'atteindre l'objectif N+1 que le cadreur a réussi à faire émerger. Je comprends bien. Que pouvez-vous encore nous dire sur l'utilité d'identifier l'objectif N+1 pour le demandeur? Eh bien, si un demandeur a déjà tenté une ou plusieurs solutions infructueuses, cette clarification de l'objectif N+1 lui ouvrira de nouvelles perspectives, à savoir un nouveau champ d'action possible. Puis ce que je peux ici ajouter, c'est que nous avons constaté que ce changement de niveau logique a souvent un impact qui conduit le demandeur à s'engager malgré lui dans une dynamique de changement grâce au fait que sa représentation des choses a évolué. Ah oui, c'est très intéressant. Une prise de conscience induit une dynamique de changement. Dire que c'est la formulation d'une question qui nous a amené là. Et à ce sujet, vous parliez tout à l'heure d'enseignement pour un manager et son équipe. Exact. De l'identification de l'objectif N+1, nous avons fait émerger quelques bénéfices opérationnels dans le management au quotidien. Sur la motivation des troupes déjà, disposer d'une vision claire pour chercher et trouver des solutions est motivant pour tous ceux qui participent à l'action. Ils savent ainsi à quoi doit servir ce qui leur est demandé. Ils sont aussi beaucoup plus en mesure d'ajuster le dispositif d'action ou le déroulement du projet de changement en se projetant plus loin que le problème en lui-même. Mais imaginons qu'un manager et son équipe ne disposent pas d'objectif N+1 par rapport à une demande, et donc d'aucun résultat à obtenir. Qu'est-ce que cela entraîne? En réalité, l'absence d'objectif N+1 engendre de la confusion, une perte de temps, des malentendus, des erreurs de pilotage, de profonds mécontentements et une forte déception ou démotivation, surtout si, au bout du compte, la proposition ou le travail réalisé sont déniés, critiqués ou rejetés. Par ailleurs, si l'objectif N+1 évolue pour diverses raisons, le manager et son équipe disposent alors de repères pour mieux gérer les événements imprévus susceptibles de remettre en cause certains résultats à atteindre. Qu'entendez-vous par résultat à atteindre? Eh bien, c'est le second point que je voulais aborder. Dans la recherche auprès du demandeur de l'objectif de niveau supérieur, on a constaté que celui-ci est souvent formulé de manière un peu générale et donc imprécise, comme par exemple je veux améliorer mon management ou rendre mon équipe plus fiable, ou encore je souhaite qu'il délègue mieux, ou je veux qu'il respecte ses engagements. Ces formulations expriment bien des objectifs, pas des problématiques, mais on a intérêt à obtenir un contenu beaucoup plus précis si l'on ne veut pas se trouver à la merci d'interprétations diverses de cet objectif N+1. En effet, mais alors comment faire pour obtenir du contenu plus précis? C'est justement ce contenu précis que nous obtenons avec le composant fondamental que nous avons appelé les résultats attendus. Il permet de traduire un objectif N+1 trop vague en termes concrets. Et cette traduction permettra à chacune des parties contributives de se positionner, de connaître le périmètre des prestations, de proposer des solutions et de mettre en œuvre des actions pertinentes. Et enfin, en cas d'événement imprévu, de décider en cours de route des ajustements nécessaires. C'est un complément essentiel de l'objectif N+1. Très bien, je comprends la nécessité de tels indicateurs. Quel exemple pourriez-vous nous donner dans l'entreprise? Eh bien, à titre d'exemple, voici une demande, son objectif N+1 et les résultats exprimés par un responsable. Il nous dit « Je voudrais mieux communiquer avec mon équipe, c'est le niveau N, afin d'améliorer mes objectifs professionnels, c'est le niveau N+1. » Vous voyez déjà l'importante différence entre la demande et l'objectif de niveau supérieur.
Oui, là c'est très clair encore une fois. Et du coup, quel résultat attendu a-t-il exprimé? Il en a précisé 3 en disant: «Je saurai que j'ai amélioré mes objectifs professionnels si mes objectifs professionnels sont bien compris par tous, si tous les membres respectent les décisions prises lors des réunions hebdomadaires et le troisième résultat attendu, si je ne suis plus mis par mes collaborateurs devant le fait accompli de délais non respectés». Bien malin celui qui aurait pu imaginer de tels résultats attendus à partir de la formulation de son objectif N+1, améliorer mes objectifs professionnels. Mais est-ce une impression ou vous semblez insister sur la nécessité impérative de connaître ces résultats attendus? Je confirme, c'est nécessaire. En systémique, disposer de résultats attendus du changement demandé est vraiment important car c'est à partir d'eux que se construit le dispositif d'action concrète et cohérente. De plus, pour les consultants, les coachs, les formateurs, mais aussi pour les managers, ces résultats représentent un véritable contrat à partir duquel chacune des parties peut s'appuyer pour faire le point sur l'avancée des choses et s'assurer que les engagements étaient tenus. Bien entendu, ils ne sont pas immuables car le demandeur peut se trouver dans l'obligation de modifier son objectif N+1. Dans ce cas, de nouveaux résultats seront à définir. Je suis d'accord avec vous. Il semblerait que dans la communauté du coaching, certains contestent l'utilité d'obtenir ces résultats. Il est vrai que certains intervenants, pas la majorité bien sûr, estiment plus confortable de ne pas s'enfermer et s'abstiennent de faire exprimer aux demandeurs les résultats attendus de la prestation. Cela donne, disent-ils, plus de marge de manœuvre, moins de rigidité, et puis quand il s'agit des relations humaines, on doit rester ouvert, pouvoir évoluer, ne pas s'enfermer. Si l'on peut comprendre ce point de vue, j'ajouterai néanmoins que l'obtention d'une demande trop précise oblige ces intervenants à tenir leurs engagements. Oui, si on ose la comparaison avec n'importe quelle autre activité professionnelle, l'atteinte des résultats attendus est souvent gage de la qualité de la prestation. C'est une forme de garantie pour le client aussi. Et qu'en est-il de ces résultats si des événements imprévus viennent modifier la donne en cours de route? Ce n'est pas un problème si des événements imprévus surviennent et ont un impact sur l'objectif N+1, comme par exemple le départ du demandeur ou l'arrivée d'un nouveau logiciel, ou une baisse significative d'activité, ou encore la réduction des moyens promis. Il est toujours possible de revoir l'objectif et ses résultats. Merci Dominique pour ce focus vraiment nécessaire sur les deux composants fondamentaux que sont donc l'objectif supérieur ou N+1 et les résultats attendus, composants qui sont identifiés dans la phase de cadrage de la demande et sur lesquels vous nous avez apporté de précieuses informations. Dans le prochain épisode, nous nous concentrerons sur l'entretien de cadrage et sur la posture du cadreur, qu'il soit intervenant ou manager. À bientôt! Cet épisode a été préparé et réalisé par Dominique Berriot et Frédéric Seignon. Montage et mixage, Frédéric Seignon. Voix, Anne-Laure Vallot.